Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne KAG Code, la chaîne où on parle technologie, on parle Kubernetes, on parle microservices, on parle tous les sujets techniques en fait que je trouve intéressants. Mais surtout, on ne se contente pas de parler, on a aussi les mains sales. Aujourd'hui, on va continuer dans la micro-formation que j'ai démarré déjà la semaine dernière sur les microservices. Il y a la première partie qu'on a déroulée en fait où j'expliquais en fait ce que c'est qu'était qu'un microservice, qu'est-ce qu'est une architecture microservice, où j'ai parlé de l'historique, de comment on est parti des applications mainframe pour ensuite évoluer vers des clients web, ensuite du client web évoluer vers des applications N tiers ou 3 tiers, pour ensuite arriver au SOA et enfin au microservice. Voilà. Donc j'expliquais en fait que le microservice, en fait quand on parle de microservice, en général on parle d'architecture. L'architecture microservice, ça définit comment est-ce que on réorganise le logiciel en petites briques afin de rendre en fait plus efficace, plus résilient, avoir une meilleure maintenabilité, une meilleure utilisabilité des choses en fait. Donc on a vraiment balayé en fait l'historique et on a présenté réellement ce que c'était qu'un microservice. Donc on a les mots-clés, c'était une activité indépendante, simple, qui remplit une fonction vraiment spécifique et qui ne dépend pas des autres en fait. C'est ça l'idée d'un microservice. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va continuer en fait cette partie sur les microservices, mais on va comparer les architectures. Donc on va faire un focus sur les architectures monolithiques versus microservices. Voilà. Si vous avez loupé la première vidéo où j'explique vraiment ce que c'est qu'un microservice, n'hésitez pas à aller regarder cette vidéo-là. C'est vraiment super important. Par contre, si vous avez bien suivi la première vidéo et que vous êtes pour la suite et tout, c'est très bien. Donc aujourd'hui, on va faire un focus vraiment sur ce que c'est qu'une architecture monolithique ou encore une application monolithique versus une architecture microservice. Je vais faire un focus dessus parce que c'est super important. On entend souvent parler des monolithiques et les gros projets dans la tech au cours des 10 dernières années, on va dire. C'était surtout le gros chantier de savoir comment est-ce que je casse mon monolithique pour aller vers le microservice en fait. Donc ça tombe bien, on va parler de ces problématiques-là aujourd'hui. Arrête ce que tu faisais, va te prendre un petit café, et ensuite je lance le générique et on se retrouve pour pouvoir démarrer. Avant de continuer la vidéo, je souhaitais vous présenter le dernier logiciel que ma société HKTech a développé. C'est le logiciel EasyQuiz. EasyQuiz.ai. EasyQuiz.ai, c'est un logiciel simple, intuitif qui s'adresse aux recruteurs, aux formateurs, aux enseignants ou à toute personne qui à un moment donné doit devoir évaluer de la performance, doit devoir évaluer des candidats. Grâce à la puissance de l'IA, va vous aider dans la conception de vos sujets d'évaluation, notamment dans la conception des quiz d'évaluation. N'hésitez pas à aller tester, je vous promets, vous ne serez pas déçus. Donc, avant d'attaquer vraiment la comparaison entre architecture microservice et monolithique, donc permets-moi de remettre ce petit slide-là qui donne la définition exacte d'un microservice en fait. Donc, microservice, c'est vraiment une unité logicielle autonome, faiblement couplée, donc qui ne dépend pas des autres en fait, qui est responsable d'une fonction métier unique et qui est déployée de manière indépendante. Et ça communique avec les autres via des interfaces, donc des API. Ça, c'est ce que c'est qu'un microservice. Comme caractéristique, en fait, l'indépendance de déploiement, la responsabilité unique, les données propres, la communication standardisée et l'animement. Voilà. Donc, je voulais juste revenir sur ça, bien définir ça. Je ne vais pas revenir sur toute l'historique qu'on a fait, mais c'était important de pouvoir faire ça. Il y a aussi ce tableau-ci qui est intéressant, en fait, qui résume vraiment ce que je vous ai présenté la dernière fois sur l'évolution. Donc, dans les années 60-80, il y a eu toute la mouvance mainframe. Ensuite, le mainframe, on a vu ses limites. Ça a conduit aux architectures client-serveur. Les clients-serveurs, ça marchait plutôt bien, mais ensuite, on a vu qu'il y a d'autres limites qu'on pouvait faire mieux. On est passé à du mode N tiers, où on dit souvent 3 tiers, pour notamment avec les émergences du web. Et ensuite, il y a eu toutes les architectures SOA, où là-dedans, le facteur clé, là, c'est la réutilisation des blocs existants. Et ensuite, des années 2010 qu'aujourd'hui, on a vu les microservices qui sont comme le SOA, sauf qu'on supprime toute la fonction ESB. Et les microservices discutent entre eux. Alors, on a un réseau un peu plus maillé. L'objectif aujourd'hui de ce cours-là, de ce cours magistral-là, ça sera de comprendre la structure et le fonctionnement d'une application monolithique. Voilà. Identifier les limites et les problèmes typiques en rentrant dans une application monolithique. Donc, je vais vous donner la définition d'une application monolithique. Hein, mais de manière grosso modo, une application monolithique, c'est la grosse application qui fait tout. Voilà. Et ensuite, on va essayer de comprendre la logique. Qu'est-ce qui a permis de faire la transition entre une architecture monolithique et microservices. Donc, en gros, l'idée dans ce texte, c'est de vous donner quelques guidelines quand vous voulez passer de l'un vers l'autre, en fait. Voilà. Et ensuite,
être capable de pouvoir analyser un cas concret et d'envisager un découpage en microservices. Donc, on va discuter d'un simple use case, en fait, où on va voir comment est-ce qu'on peut découper notre architecture monolithique en plusieurs petits bouts qu'on va payer microservices. Voilà. C'est quoi dans un monolithique? Monolithique, on entend souvent parler dans les entreprises. Autant les microservices, c'est pas très compris de tout le monde, autant de monolithique, de manière globale, les gens voient bien ce que c'est en fait. Voilà. Donc là, je vous remets la définition en fait. Donc une application monolithique, c'est vraiment un bloc logiciel unique qui a tous ses composants. Donc tous les composants sont regroupés ensemble, ils sont compilés ensemble, ils sont déployés ensemble. Donc en gros, c'est typiquement les applications classiques dans lesquelles vous avez baigné en fait. C'est le gros logiciel qui fait tout, entre guillemets. Donc 90% de vous, quand vous faites votre logiciel, vos applications, en général, vous avez des applications monolithiques. C'est quand votre application évolue que vous pouvez créer d'autres applications à côté en fait. Voilà. Donc c'est ça en fait le monolithique. C'est ça souvent en fait qui est aussi mal perçu le monolithique. C'est pas forcément mauvais d'avoir un monolithique. La question c'est de savoir à partir de quand ça devient trop gros. À partir de quand vous estimez qu'il faut découper en fait. Voilà. Et voilà, par exemple, vous êtes d'accord avec moi que si aujourd'hui vous avez un site de e-commerce dans lequel vous avez le paiement, vous avez la gestion des utilisateurs, vous avez le panier, vous avez l'authentification, etc. C'est quand même risqué le jour où vous voulez faire une mise à jour sur l'authentification. Il y a quand même des gros risques d'aller casser toute votre application en fait. Voilà. Alors que si c'est découpé en petits bouts, bah voilà, vous limitez en fait la surface d'attaque, vous limitez la surface de problème, etc. Donc les caractéristiques principales d'un monolithique, ça va vous parler, c'est qu'il y a une seule base cause. Donc il y a un seul code, il n'y a pas de front-end, de back-end, etc. Donc pour ceux qui ont codé avec des frameworks comme Laravel, et aussi Django, etc. Bon bref, vous avez tout dans un seul bloc en fait. Voilà. Donc ça, c'est des applications, typiquement, c'est des produits, c'est des frameworks qui vous permettent de faire du monétique, ce qu'on appelait souvent du MVC. Ceux qui ont fait des applications MVC en général, c'était tout dans le même bloc en fait. Voilà. L'autre caractéristique du monétique, c'est qu'il y a un seul processus. Donc pour démarrer votre application, vous lancez juste votre application et en fait, ça va démarrer tous les process. Voilà, ça s'autogère. Et il y a du coup forcément une seule base de données qui est partagée en fait à tout le monde. Donc votre application a une seule base de données, toutes les fonctionnalités vont taper dessus. Par conséquent, en fait, vous avez des modules front, back, business et data qui sont déployables tous ensemble en fait. Donc je pense que vous avez un peu compris ce que c'est qu'un monolithique. Donc je vais prendre la métaphore en fait d'une maison. Voilà. Le monolithique, imaginez que vous avez une maison dans laquelle il y a une seule pièce. Donc c'est une grande maison. Vous n'avez pas de chambre, vous n'avez rien en fait. Tout le monde dort au salon, etc. Bon, ça, on peut dire que ça, c'est un peu le monolithique. Avec les microservices, en fait, c'est que vous allez découper. Vous allez avoir une chambre pour A, une chambre pour B, etc. Vous êtes tous dans la même maison. La maison, elle vous sert toujours à dormir, manger, sociabiliser, voir la télé, tout ce que vous voulez. Mais en fait, dans l'un, vous allez avoir juste une pièce commune comme ça se faisait avant. Il y avait aussi les animaux à l'intérieur, pour ceux qui ont vécu dans des fermes. Par contre, là, aujourd'hui, dans les maisons, c'est que vous avez plusieurs pièces séparées, en fait. Donc, chacun un peu indépendant. C'est un peu, voilà, c'est pas exactement. En fait, ça va vous permettre, en fait, d'imager la différence entre un monolithique et un microservice, en fait. Donc, c'est ça le microservice, c'est que vous avez le gros bloc qui fait tout. Donc, les problèmes du monolithique, donc, je pense que là, c'est plutôt globalement évident. Les problèmes qu'il y a avec le monolithique, c'est que les modules dépendent fortement des uns des autres. C'est normal, vous avez la même base code. Donc, si moi, je vais faire une modification sur la partie authentification, bah, potentiellement, il y a un risque que j'aille toucher à des fichiers que je n'aurais pas dû toucher qui concernent par exemple le panier. Je prends un exemple comme ça. Donc, il y a une dépendance forte les uns des autres. Donc, une modification dans l'un peut casser l'autre. Et les tests et la maintenance sont très difficiles parce que, exactement, aller faire des tests unitaires dans un monolithique, c'est pratiquement impossible en fait. Pas impossible, mais vous allez passer plus de temps à réécrire des tests qu'à coder vous-même votre application en fait. Parce que c'est trop gros, il y a trop de contraintes à aller vérifier en fait. Voilà. Et maintenir ça, ça devient difficile. Donc maintenant, ça c'est le couplage fort. Ensuite, le déploiement massif. Donc une simple mise à jour nécessite de déployer toute l'application. Donc je vous prends un exemple. Vous avez votre application monolithique. Vous constatez qu'il y a une typo, je ne sais pas, un truc tout con. Peut-être les utilisateurs, le développeur a oublié de mettre un S. En fait, si vous voulez corriger cette mise à jour-là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez devoir redéployer toute l'application, tout repackager. Et si c'est un gros bloc, en fait, imaginez que je prends un exemple, votre application a packagé, déployé tout le process de mise en production, disons que ça prend, je sais pas, 4 jours. Je pense que ça peut arriver, hein, disons 4 jours entre la planification, etc. Donc vous allez peut-être potentiellement perdre 4 jours pour juste un petit changement comme ça. Parce que, effectivement, comme tout est dans un unique bloc, bah, il faut tout redéployer, tout repackager, etc. C'est ça les caractéristiques d'une application monolithique. Et avec le monolithique aussi, quand vous déployez, il y a du downtime. C'est-à-dire que quand vous faites une mise à jour d'une application monolithique, vous êtes obligé, en fait, imaginez vous avez un site de e-commerce qui est en monolithique. Le jour où vous faites la mise à jour, bah, vous ne pouvez pas vous permettre de dire que vous allez déployer au même moment. En général, avec une application monolithique, vous allez devoir
casser, c'est-à-dire vous allez, il va avoir du downtime. C'est pour ça, souvent, dans les boîtes qui font du monolithique, ils font souvent des MEP, entre guillemets, les mises en production, quand il n'y a personne. Ils vont souvent faire ça à 3 heures du matin, 4 heures du matin. Ça m'est arrivé au début de ma carrière, je faisais des mises en prod sur des applications assez lourdes et je sortais à 2 heures du matin pour arriver à 4 heures au bureau. Et à peine réveillé, on faisait des mises à jour parce qu'on n'avait pas le choix en fait. C'était trop risqué. On pouvait pas se permettre de dire qu'on va. Donc il n'y avait même pas moyen en fait. Voilà. Parce que tout était packagé ensemble en fait. Voilà. Donc ça, c'est une caractéristique des applications monétiques. Et maintenant, la scalabilité est limitée, voire impossible. Donc, à une application monolithique, c'est difficile de pouvoir bénéficier de tout ce qui aujourd'hui coule de source, quoi. Comme pouvoir avoir de l'autoscaling, euh, comme pouvoir avoir que ce soit du. Vous pouvez faire que du scaling vertical, mais faire du scaling horizontal, en fait, c'est super compliqué dans les applications monolithiques. C'est pas impossible, mais voilà, c'est pas très fait pour ça. Donc, en général, donc, si vous êtes dans une situation où vous avez une seule base code, où vous avez tous vos modules qui sont packagés ensemble, où la mise à jour d'un seul élément de votre application nécessite de tout redéployer, ou quand vous voulez déployer en fait votre application, il faut absolument que vous arrêtez, vous suspendez le trafic, vous le faites quand il n'y a pas beaucoup de trafic, etc. Mais en fait, là, vous avez un monolithique en fait. Par conséquent, en fait, tout ça induit des problèmes, notamment la dette technique. Voilà. C'est ça aussi la problématique avec les monolithiques, c'est que si vous partez sur une architecture monolithique, sur le temps, vous allez accumuler de la dette technique et elle va être beaucoup plus rapide parce que la dette technique est inévitable. Même dans n'importe quelle organisation, vous allez toujours accumuler la dette technique. Mais la question, c'est de savoir à quelle fréquence vous l'accumulez, à quelle vitesse en fait la dette technique arrive. Voilà. Avec une application monolithique en fait qui va grossir assez rapidement, ben, en fait vous allez avoir la dette technique parce que ça va grossir, ça va être rigide, ça va être complexe. Voilà. Où chaque modification va être une épreuve en fait. Et ensuite vous allez décourager les développeurs qui travaillent dessus parce que c'est beaucoup trop gros, le moindre changement, ça impacte tout, donc les gens vont être moins sereins. Ça va être difficile aussi d'adopter de nouvelles technologies parce qu'en général, votre monolithique, comme c'est trop gros, ça a un gros impact business. Bah, aller casser ça, c'est quand même assez complexe, quoi. Et il peut y avoir beaucoup de conflits entre les équipes. Donc, je vous prends un exemple concret. Vous avez par exemple votre application de e-commerce qui a une seule base code. Il y a quand même une équipe qui gère l'authentique. Il y a une équipe qui gère le catalogue. Il y a une équipe qui gère les fournisseurs, disons. Donc, vous avez trois équipes, mais ils utilisent la même base code. Je peux vous promettre qu'avec une architecture monolithique, les problèmes vont très vite arriver. Vous avez beau avoir un Scrum Master, vous avez beau avoir des PO qui vont essayer de calibrer, etc. Mais vous allez toujours régulièrement avoir des problèmes du style le développeur, je sais pas, le développeur qui travaille sur le panier, il va récupérer la base code complète, il va commencer à faire son code, il va push son code, c'est bon. Le développeur qui, lui, d'une autre équipe, quoi, qui gère l'autant, elle a sa base code sur laquelle elle a commencé à travailler. Quand celui qui a fait la partie panier ou catalogue va faire son push, lui va devoir rebase. Et à chaque fois quand il va rebase, potentiellement, il y a des éléments sur des prérequis sur lesquels il était parti en fait qui vont changer en fait. Et ça, j'ai eu travaillé dans les organisations et des monétiques, il y avait tout le temps des problèmes. Et ça génère des conflits entre les développeurs, ça génère des conflits entre les équipes, etc. Parce qu'à chaque fois, et du coup, quand il y a un incident aussi en production, c'est compliqué d'identifier qui a fait quoi. Chacun se rejette immédiatement à la faute. Donc, il y a des situations dans lesquelles moi j'ai assisté où il y avait des problématiques sur une application qui était en ligne, etc. Où il y a peut-être trois quatre équipes de développeurs qui ont travaillé dessus, mais quand il y a l'incident en production, chacun se rejette la responsabilité. Le premier, il fait se dire que ah non, non, c'est forcément de l'autre. Ah non, c'est forcément là, être là. Parce que c'est une application monolithique. Donc, tout le monde peut dire que tout le monde est responsable et personne n'est responsable, en fait. Donc, ça responsabilise aussi les équipes en charge du projet parce que chacun va se rejeter la responsabilité. Et vous pouvez déduire que du coup, il y a une perte de temps. Parce que si vous devez perdre le temps juste à pouvoir identifier l'équipe qui est responsable de ça, le temps que chacun de se rejette la responsabilité, ben, c'est de l'argent perdu, c'est de la notoriété de votre boîte qui se dégrade, etc. Donc moi, c'est des cas concrets que j'ai assisté concrètement en fait. Voilà. Prenons un exemple, vous avez une application monétique, vous avez peut-être un module sur le paiement qui peut bloquer, je ne sais pas, pour X raison. Je sais pas, un nouveau développeur, il a voulu mettre une lib dans sa partie, mais sauf que cette lib a été utilisée par d'autres par d'autres parties du code, et du coup, inconsciemment, ça fait planter. Donc, je prends un exemple, moi, je travaille sur l'authentification, j'ai intégré un nouveau module, donc du coup, j'ai intégré une nouvelle lib sur l'authentification.
J'ai fait mon code, ça marche bien. J'ai mis à jour même la lib, etc. Sauf que je n'ai pas pris en considération que le catalogue utilise cette même lib-là. Mais sauf que la nouvelle version n'était pas compatible à la nouvelle version du catalogue. Or, je ne sais pas ça parce que je ne travaille pas sur le catalogue. Quand il y a un incident en production, on va voir que le catalogue, c'est peut-être il ne renvoie pas les des produits, donc c'est le catalogue qui est en erreur. Mais en fait, ils vont accuser l'équipe, on va accuser peut-être potentiellement l'équipe catalogue. On dit, mais non, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai rien touché. Or, le temps de remonter la trace et de voir qu'en fait, ah non, c'est parce que les gars de l'équipe d'autante et tout, ils ont fait une mise à jour, c'est ça qui a tout cassé. C'est du temps perdu. Donc, c'est ça, les gros problèmes qu'il y a le monolithique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, depuis à peu près une dizaine d'années, il y a un gros travail qui est fait pour casser les architectures monolithiques pour aller vers des architectures en fait microservices. Voilà. Donc ici, c'est une petite synthèse en fait des problèmes du monolithique. Donc l'avantage, parce que ça a quand même ses avantages, l'avantage c'est que c'est très simple au début. Donc vous voulez démarrer un projet rapidement, une application monolithique, c'est très simple. Voilà. Le déploiement est unique, donc vous n'avez pas à gérer l'infra, le déploiement, la sécurité de plusieurs micro-applications. Vous gérez que celle d'une seule application. Le debug en local est plutôt facile parce que vous avez toute la base code et les tests peuvent être intégrés au début. Voilà. Par contre, l'inconvénient, c'est que la scalabilité, sur le long terme, en fait, vous allez avoir du mal à pouvoir scale votre application. Le couplage va être très fort, c'est-à-dire toutes les fonctions de votre projet, en fait, dépendent les uns des autres. Donc, potentiellement, le changement d'un fait casser l'autre, en fait. Et il y a une faible résilience, en fait. Quand vous êtes en monolithique, donc si ça tombe, en fait, c'est dur de pouvoir, comme je l'ai pas dit tout à l'heure, de pouvoir faire du scaling horizontal. Et ensuite, l'évolution est limitée dans le temps, en fait. Voilà. Donc ça, c'est les principaux inconvénients. Face à cela, donc, on a donc migré vers les microservices, en fait. Donc, pourquoi migrer? Donc, pourquoi aujourd'hui, c'est l'un des sujets phares dans les entreprises, que ce soit allez, plus dans les grosses boîtes quand même. Il y a tout ce sujet de transformation digitale en général, que derrière, ça coche souvent, ça casse souvent la transformation, en fait, le rebut d'une application monolithique vers des microservices. Avec 80% des projets que j'ai vus ces dernières années, en fait, ça consistait à casser un monolithique pour pouvoir aller, pardon, vers du cloud, pour pouvoir aller faire du Kubernetes, pour pouvoir aller faire du microservice, etc. Voilà. Donc, pourquoi migrer? Pourquoi est-ce qu'on des boîtes décident au moment donné de migrer du monolithique vers les microservices? Donc, le premier, c'est pour pouvoir réduire le couplage entre les composants. Donc, c'est très simple. Les problèmes que j'ai énoncés tout à l'heure, ça permet que le développeur qui travaille sur le catalogue, il n'a plus d'interaction avec l'authentification. Il travaille sereinement. Il sait qu'il n'a pas de risque d'aller casser des blocs qui ne le concernent pas. Ça va permettre aussi des déploiements indépendants. C'est-à-dire, moi, j'ai mis à jour mon catalogue. J'ai fait une erreur de typo sur un texte. J'ai oublié de mettre un S sur les utilisateurs, je sais pas. Ben, je n'ai pas besoin de mobiliser en fait toute l'entreprise, tous les développeurs pour pouvoir faire ma mise en production. Moi, j'ai mon petit composant. J'ai juste à le mettre à jour. Et c'est même totalement transparent pour les autres. Ça, c'est la deuxième chose. Ça va permettre aussi d'améliorer la résilience. Donc, la résilience, ça permet de votre application d'être plus robuste. Donc, ce qui va permettre, si un microservice, si le panier, par exemple, je prends un exemple tout con, si le panier tombe, ça n'empêche pas aux utilisateurs de continuer à s'authentifier et rechercher les éléments dans le catalogue. Ouais. Alors que avant, si le panier tombe, c'est tout le site qui tombe en fait. Voilà. Donc, ou bien si le paiement fait, ça n'empêche pas aux gens de continuer à rechercher leurs produits, rajouter les produits au catalogue et arriver jusqu'au checkout, quoi. Et même, ils peuvent recommander plus tard, ce qui n'est pas possible avec une architecture monolithique. Donc, ça va aussi permettre de faciliter la maintenance et l'évolution technologique parce que vu qu'on a plusieurs petits bouts, c'est plus simple de pouvoir faire évoluer des bouts de manière indépendante, de manière simple. Donc, par exemple, si on veut tester une nouvelle technologie, une nouvelle façon de faire, un nouvel stack, ben, on peut prendre le petit composant qui est moins critique, tester dessus. Si c'est bon, ensuite, on l'applique à tous les autres microservices. Voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Et le principe dans des microservices, en fait, le principe de base, c'est de pouvoir découper selon les domaines fonctionnels. Donc, si vous voulez mettre en place du microservice, la première question, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure du DDD, du Driven Domain Definition. Voilà. Donc, c'est de pouvoir découper en domaine fonctionnel. Au lieu d'avoir une grosse application qui fait tout, vous allez découper votre application par secteur. Vous allez peut-être dire que ce module A va gérer, par exemple, le catalogue. Ce module-là va gérer le paiement. Ce module-là va gérer l'autant d'utilisateurs. Ce module-là va gérer les fournisseurs, etc. Donc, et ensuite, deuxième caractéristique du microservice, c'est que chaque service doit avoir sa base de données. Donc, super important, quand on fait du microservice, en fait,
chaque service doit avoir sa base de données. Donc, le catalogue peut avoir sa base de données avec les listes des produits. L'authent a sa base de données pour pouvoir gérer les utilisateurs. Chaque produit doit avoir sa base de données. Ça permet que s'il y a un problème sur une base de données, en fait, ça n'impacte pas les autres, en fait. Et ensuite, le troisième point, c'est la communication qui doit se faire via des API. Donc, en général, du REST et des messages. Et enfin, ce que j'ai dit, les déploiements doivent être indépendants. Donc, je vais vous donner là les raisons pourquoi est-ce qu'on migre et les principes de base lorsqu'on veut migrer une application monolithique vers un microservice. Donc, si vous voulez migrer vers un microservice, il faut vous assurer que les exigences là sont bien mises en place, à savoir découper par domaine fonctionnel, avoir chaque service à sa base de données, s'assurer que la communication va pouvoir se faire via des API et ensuite pouvoir s'assurer que chaque bloc va pouvoir se déployer de manière indépendante sans impacter les autres. Donc, ça, c'est pour la partie transition microservice. Ici, maintenant, principes fondamentaux des microservices, découplage et modularité. Donc là, c'est de vous présenter comment est-ce qu'on découpe. Donc voilà, je vous ai donné un peu quelques grandes lignes en fait. Je vous ai dit, voilà, on découpe par domaine fonctionnel. Donc là, on a les services et tout ça. Mais ça, c'est un cas plutôt assez simple. On va dire que dans les grandes organisations, dans les grosses boîtes, il y a quand même une façon de faire. Il y a une façon, on va dire, à l'état de l'art. Il y a un état de l'art pour dire comment est-ce qu'on découpe un monolithique en microservices. C'est ça que je vous ai expliqué dans cette partie-ci. Alors, parlons donc découpage et modularité de services. Donc, comment est-ce qu'on découpe une application monolithique en microservices? Donc, il y a des principes comme souvent qui sont appliqués. Donc, l'objectif de cette partie, c'est de vous expliquer comment est-ce qu'on on découpe et on modularise un monolithique en microservices. Ensuite, découvrir les bases du domain-driven design et les bonded context. Donc, le domain-driven design, en fait, c'est en fait un framework qui vous définit comment est-ce que vous devez découper votre application. Voilà. On va aussi parler en fait des patterns de conception comme l'API First, le 12 Factor Apps. Donc découplage et modularité. Donc le couplage, c'est quoi? Quand on parle de couplage, j'ai déjà dit, c'est la dépendance forte entre deux modules. Donc on parle de couplage fort en fait. Fort, c'est quand il y a un changement dans un module impacte les autres. Donc par exemple, si j'ai ma base de données qui délivre tous les utilisateurs, il y a un gros couplage entre ma base de données et mon catalogue utilisateur. Parce que si ma base de données tombe, je ne peux plus renvoyer les utilisateurs. Donc là, il y a un couplage fort entre la base de données et le service qu'ils les utilisateurs. Par contre, le couplage faible, c'est quand il y a une indépendance en fait. Donc, je vous prends un exemple. Sur mon site de e-commerce, je peux avoir la partie paiement et je peux avoir la partie panier ou l'ajout au panier. Mon service de paiement peut tomber. Ça n'a pas d'impact sur le fait d'ajouter les produits dans le catalogue. Donc là, le couplage, il est très faible entre ces deux services-là. Donc, vous voyez un peu la différence. Donc, le couplage fort, c'est que les deux sont dépendants. Donc, si un tombe, là, je suis couplé avec mes deux doigts sont coupés. Si lui il tombe, l'autre tombe. Par contre, là, un couplage faible, en fait, ils visent tous à concourir à faire en sorte qu'un service marche, mais chacun d'eux est indépendant. Maintenant, la cohésion, en fait, ça va mesurer le lien logique à l'intérieur du module. Donc, un bon microservice a une cohérence forte. C'est-à-dire que les fonctionnalités sont centrées sur le même domaine. Disons, par exemple, vous avez un microservice qui va gérer le paiement et la réservation. Voilà. Là, c'est plutôt logique. Mais par contre, si à ce microservice-là, je viens rajouter, par exemple, le microservice qui gère les employés, ben là, ça n'a pas trop de logique, en fait. Ce n'est plus trop logique. Ça n'a plus trop de sens, en fait, à ce moment-là. Donc, les microservices, en fait, quand vous les découpez, il faut qu'il y ait une sorte de cohérence entre ce que ça va délivrer, en fait. Voilà. Et il faut qu'il y ait un couplage faible entre le reste du système. Donc, je m'explique. Les fonctionnalités, quand vous découpez votre microservice, vous allez bien coder des logiques. Vous allez peut-être découper, il va peut-être remplir une, deux, trois fonctions. Allez, disons trois fonctions. Il faut que les trois fonctions que remplissent votre microservice, qu'ils soient à peu près liés. Donc, qu'il y a une cohésion forte là-dedans entre eux, qui peuvent partager la même base de données, par exemple. Par contre, ce microservice-là, lui, doit avoir un couplage faible avec tous les autres éléments de votre application. Donc, tous les autres microservices, en fait, il y a un couplage faible entre eux. C'est-à-dire que si l'on tombe, c'est pas important. Donc, le DDD, le Domain Driven Design. Donc, le DDD, le Domain Driven Design, en fait, donc lui, il vise à aligner la conception technique à la compréhension du métier. Donc, c'est-à-dire quoi? Avec le DDD, ça va vous permettre, en fait, de créer un microservice qui est aligné avec les fonctions métiers. Ouais. Donc, et là-dedans, en fait, il y a des concepts qui ressortent. Il y a par exemple le cœur du métier, ça va être le domaine. Ensuite, il va y avoir des sous-domaines qui vont être les divisions logiques. Par exemple, le cœur, le support, les génériques. Ou bien, ça pourrait être, par exemple, l'accueil, ça pourrait être les films, ça pourrait être le paiement, etc.
Donc, il y a des sous-domaines. Et ensuite, là-dedans, il y a des bontés de contexte qu'on appelle, en fait, c'est des frontières conceptuelles dans lesquelles le modèle est cohérent, en fait. Voilà. Et maintenant, c'est les frontières, là, les bontés de contexte, là, qui peuvent se transformer en microservices. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, c'était une vidéo un peu théorique et tout. Donc, je sais, c'est moins fun que les vidéos précédentes et tout. Mais ne vous inquiétez pas, on va revenir bientôt sur des choses un peu plus pratiques. Mais je pense que c'est aussi important de pouvoir discuter sur des sujets conceptuels. Et comme je parle pas mal de microservices dans cette chaîne, c'était important que je puisse faire une vidéo, enfin un chapitre qui explique un peu tout ça. Voilà. Donc peut-être qu'il y aura une dernière vidéo dessus, je suis pas sûr. Mais bon, s'il n'y a pas une dernière vidéo, tant mieux, vous aurez appris quand même pas mal de choses. Sinon, ce sera encore du bonus. Voilà. Donc je vais m'arrêter là. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur KAG Code. D'ici là, portez-vous bien et à très vite. Bye bye. Avant de se séparer, n'hésitez pas à aller jeter un œil sur le livre que j'ai rédigé qui s'appelle Mastering Kubernetes Debugging. Donc c'est un livre que j'ai développé j'ai commencé à écrire ça en début d'année. Donc ça m'a pris 6 mois pour rédiger ce livre-là, dans lequel j'ai concentré en fait mes 7 années d'expérience à gérer des clusters Kubernetes tout seul, comme je l'ai dit précédemment. Donc c'est vraiment un livre qui se veut hands-on, dans lequel je vous montre comment j'explique un peu l'architecture de Kubernetes, mais surtout je détaille comment est-ce que vous pouvez résoudre des vrais problèmes en production sur les clusters Kubernetes. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est disponible sur Amazon. Donc n'hésitez pas à aller l'acheter, à le tester et me faire des retours en fait. Donc c'est vraiment un livre sur lequel j'ai mis en œuvre tout mon savoir-faire sur Kubernetes. J'ai hâte de pouvoir vous lire et je vous dis à très vite.